André Berkoff, aujourd'hui vous recevez donc Serge July, qui est journaliste, cofondateur du journal Libération, ancien patron de Libération pendant de très longues années, et vous avez écrit ce livre, Le dictionnaire amoureux de New York, aux éditions Plomb. Alors Serge July, effectivement, on ne va pas parler des années Libé, on pourra en parler longtemps, mais on va parler effectivement de New York. J'ai lu votre livre. Ce qui est passionnant, c'est pour tous les amoureux de New York, et j'en suis bien sûr, c'est que vous avez pris vraiment une espèce d'approche qui est, l'approche d'abord du dictionnaire, donc par essence fragmentée, mais je disais, au fond, si vous aviez à donner un portrait, une définition de New York, je ne dis pas en une phrase, vous diriez quoi après? Alors, j'ai essayé de répondre à cette question dans la préface, et le titre, c'est Putain de ville. Comme Mike Keller avait fait Putain de guerre. Voilà, et c'est inspiré du livre de Mike Keller sur la guerre du Vietnam. Alors, vous y êtes allé combien de fois à New York? J'y vais tous les ans, au moins une fois par an, depuis 1980. Puisque j'y suis allé tardivement, pour des raisons. Pourquoi? Parce qu'on vous empêche oui, d'y aller. Les raisons sont toutes simples. Il y en a une principale, il y en a beaucoup de petites. J'ai été très engagé dans les années 60, guerre d'Algérie. Après, il y avait toutes les questions latino-américaines. Ouais. Et je suis allé à Cuba. Ah oui. Donc ça, c'était... Et à l'époque, c'était rédhibitoire. Rédhibitoire, c'était simple. Vous avez été à Cuba, pas des États-Unis. Donc j'ai été... et je ne suis pas le seul, on a été très nombreux de ceux qui avaient été à Cuba, qui étaient privés d'États-Unis pendant... et puis, alors j'étais en même temps à Libération, dans les années donc de 73 à la fin des années 70. Je voyais souvent l'ambassadeur des États-Unis, le consulat, tout ça, ou comment avançait mon affaire. Et à chaque fois, il vous disait... et puis, finalement, elle a avancé. Et j'ai eu mon visa 79, je me souviens. D'accord. Et janvier 80, j'ai été faire un voyage d'études aux États-Unis sur la presse américaine, sur les problèmes d'organisation, de technologie de presse, puisqu'on était... Dans la fin de la décennie 70, on était dans la grande période d'informatisation générale de la presse. Alors en France, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai. En France, ça n'existait pas, mais aux États-Unis, on était très avancé dans la mise en ligne, la mise en réseau, et donc la suppression du caractère industriel. La linotype, le plomb, tout ça, c'était la disparition. Et d'ailleurs, je rappelle que vous avez fait un excellent dictionnaire amoureux de la presse aux éditions Plomb, déjà. Et alors, première impression, New York. Première impression, vous arrivez comme ça, vous êtes... Quelle était donc les années 80 je me souviens, c'est une phrase de Fernand Léger, grand artiste français qui a fait nombreux voyages aux États-Unis, avant lui aussi d'être interdit d'États-Unis. Les Américains aimaient énormément sa peinture. Ah oui, il était communiste. Et puis, il adhère au Parti communiste à la fin de la guerre. Ah d'accord. Et lui qui adorait New York, qui faisait des expositions triomphales à New York et aux États-Unis, on lui a dit, terminé, il n'y a plus de visa pour vous, voilà. Non, l'impression, il disait, c'est le plus formidable spectacle du monde dans lequel on vit. Voilà, en quel sens un spectacle le plus formidable? Parce que c'est une ville qui, à la différence de toutes les villes, toutes les métropoles qu'on connaît contemporaines, oui, bien sûr. On pourrait en prendre d'autres dans le passé, mais contemporaines, elle est extrême dans tous les domaines. Et pas simplement la plus haute. Elle est démesurée. Elle est démesurée. C'est tout est démesuré. Ouais. Tout, c'est trop, c'est juste assez. Voilà, c'est un peu, on dirait, c'est ce qui convient le mieux comme maxime à cette ville, parce que tout est toujours trop. Too much, comme on dit en Amérique. Mais tout, le bruit, c'est la ville la plus bruyante du monde. Pourquoi? Alors elle est bruyante parce que le matériel, par exemple, le métro, est très ancien, est très daté. Il est très en retard en termes de modernisation. Et donc, il y a des rames de 11 wagons. Tout ça avec
vont très vite. Ils vont très très vite, beaucoup plus vite que les métros français, avec un matériel très ancien, un orchestre, une polyphonie métallique. Un vacarme sonore. Un vacarme sonore absolument hallucinant. Et même dans les rues. Dans les rues, parce que souvent, on a, y compris les elevated, on a le métro aérien. Hein. Ils ont gardé une partie de l'ancien réseau qui était plus économique, en tout cas de construction, que le percement de tunnels. Donc, ça, déjà, ça fait du bruit. Il y a la réverbération. Compte tenu qu'il y a des gratte-ciel, il y a des canyons. Il y a des sortes de canyons dans lesquels le bruit se réverbère. Et sur les façades en verre, etc., ça fait un boucan du diable. Le résultat, vous connaissez bien New York, quand vous êtes au restaurant, c'est impossible de parler avec quelqu'un, parce que tout le monde hurle. Tout le monde hurle, c'est-à-dire tout le monde parle plus. Il y a tellement de bruit dans cette ville. Oui, ils ont pris l'habitude de hurler. Tout le monde a pris l'habitude de parler très fort. Donc vous êtes au restaurant avec une seule personne et vous parlez vous aussi très fort. Donc voilà, c'est vrai. Non, mais... côté extrémisation. Alors c'est extrême surtout. Et est-ce que les personnes sont aussi extrêmes? Vous parlez aussi dans votre livre vous faites beaucoup de portraits. Enfin, oui, moi l'idée du livre c'était de faire raconter des histoires. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Et donc faire des portraits. Mais est-ce qu'ils sont aussi hors normes, les New-Yorkais? Oui, moi je trouve ils sont. Alors d'abord, il y a ce trait cette particularité new-yorkaise, c'est la ville où il y a le plus de célibataires. C'est la proportion d'habitants si on prend New York intramuros, sans le New Jersey. Sans le New Jersey. On prend Manhattan, le Bronx, Brooklyn, le Queens. Bon, Staten Island. Il y a 8 300 000 ou 500 000 habitants et il y a 5 millions de célibataires. 3 millions d'hommes, 2 millions de femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu énormément de feuilletons, par exemple, de séries télé sur des célibataires. Parce que c'est la caractéristique de New York. Sex and the City, c'est 4 filles qui sont célibataires. Voilà, et qui se racontent leurs histoires. C'est la majorité de la population. Friends, c'est la même chose. Voilà, donc, la majorité de la population sont des célibataires. Et il y a une citation que j'avais trouvée formidable de Baudrillard, le philosophe français, qui était passionné par les États-Unis et par New York, et qui dit qu'on peut, en substance, elle est dans le livre, on peut pas faire une famille à New York. On vient pas faire sa famille à New York. La ville le permet pas. Voilà, on est là pour faire un truc. Pour conquérir le monde, pour devenir Bob Dylan. Aventurier. Mais voilà, donc on a un temps qui est limité ou qu'il faut prendre, il faut prendre sa chance. Voilà, on n'est pas dans, je cherche à construire ma famille, mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens avec des enfants, mais c'est vrai que tendanciellement, c'est très fort. Et les séries télé racontent bien ça, quoi. Je veux dire, Et d'ailleurs, sans prendre parti politique, ou pourquoi pas, c'est vrai que Trump est très new-yorkais. Il est très new-yorkais. Vous avez tout à fait raison. Les gens s'imaginent pas à quel point il est new-yorkais. Il est new-yorkais. Alors, il est new-yorkais, pourquoi? Parce que il fait le business de New York. Il est un des champions dans le business de New York. Le business de New York, c'est l'immobilier. Voilà, c'est vrai. C'est la matière première new-yorkaise. C'est moins l'argent, c'est moins la bourse que l'immobilier, effectivement. Voilà. Alors, même si Wall Street est là, même si Wall Street joue un rôle énorme, mais malgré tout, c'est l'immobilier qui est le business dominant de cette ville. Et voilà, il est un des champions dans ce domaine. Alors, il se trouve que les New-Yorkais, évidemment, ont voté contre lui. Oui, bien sûr. C'est une ville démocrate, comme la plupart des villes américaines. Côtière, en tout cas. Il y a 450 villes démocrates aux États-Unis, des grandes villes. Voilà, c'est... Mais est-ce que New York, vous savez, la fameuse chanson que chante Sinatra et compagnie... New York. New York. Quand il dit... C'est une chanson qui a été faite pour le film de Scorsese. Hein. Exact. Quand on dit que la ville ne dort jamais, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. C'est une ville... Quand on parlait du bruit, le bruit n'est pas
que le matin ou que l'après-midi. Le bruit, il est... moi, j'ai dormi dans plein d'endroits à New York. Il se trouve qu'il y a les livraisons, par exemple. Les livraisons, c'est entre 5h et 7h le matin. Ouais. Bon, donc les smirmorques qu'amènent le matériel qui va être déchargé et mis dans des camionnettes avant distribution, tout ça, ça se passe entre 3 et 5h du matin. Donc, malgré, voilà, même si l'isolation est là, on les entend. Voilà, donc on entend. Et ce qui m'a toujours frappé chez les amis new-yorkais, tout le monde est habitué au bruit. Voilà. Ça fait partie de la vie new-yorkaise. Et c'est pour ça qu'ils sont... Restez avec nous, Serge July, on va continuer. Et vraiment, je recommande ce passionnant bouquin, ce dictionnaire amoureux, très amoureux de New York. C'est-à-dire que effectivement, Serge July a sur New York les yeux de Chimène, et il n'a pas tort, moi aussi. Et les amis, c'est à vous justement de nous appeler. N'oubliez pas, un seul numéro de téléphone, 0826 300 300. Et maintenant, on vous attend. Surtout, vous dégainez, vous nous appelez, puisque vous avez environ 20 minutes pour prendre la parole avec André Berkoff et Serge July. À tout de suite. Oui, André Berkoff, et on vous retrouve avec Serge July, journaliste, cofondateur du journal Libération, ancien patron aussi de Libération et auteur de ce livre, le dictionnaire amoureux de New York. Et c'est surtout aussi nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. On commence par Herriot qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Herriot. Oui, bonjour. Bonjour Herriot. Je voulais reparler de la sécurité. Concernant les banlieues, je pense que les fonctionnaires de police nous ont fait une belle démonstration, comme quoi ils savaient intervenir lorsque c'était les manifestations du samedi, interpeller. Les gilets jaunes, vous voulez dire. Ouais, les gilets jaunes. Oui. Présenter au tribunal le lundi, condamné le lundi soir, mis en prison le mardi. Donc je pense qu'on a une très bonne police, ils nous ont montré l'efficacité. La seule chose, c'est qu'il faut les déplacer en banlieue et puis avoir de la présence. Voilà. Vous voulez dire que vous souhaitez la même efficacité en banlieue qu'il la montre pour les gilets jaunes? Tout à fait. Là, ils nous font une démonstration qu'ils savent faire. Donc, on s'est déplacé des compagnies de CRS sur toute la France. Ils nous ont fait la démonstration qu'ils savent gazer, qu'ils savent utiliser le LBD. Et voilà. Donc, ce sont des professionnels, apparemment. Oui, mais alors, ce que m'a répondu un commandant de gendarmerie que je ne citerai évidemment pas, il m'a dit la grande différence entre les gilets jaunes et les caïds des banlieues, c'est que les caïds sont armés. Alors c'est un peu plus compliqué. Oui, mais s'ils sont armés, ça veut dire... Mais c'est une très bonne démonstration. S'ils sont armés, ça veut dire qu'on n'a jamais mis les pieds dans les banlieues, qu'on les a laissés s'armer, et qu'aujourd'hui, pour remettre les banlieues correctement, il faut... Voilà. Donc, écoutez, ils ont fait la réponse. Transmis à Christophe Castaner, qui répondra, Herriot. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Herriot. Et tout de suite on retrouve Isabelle qui a elle aussi composé le 0826 300 300. Isabelle qui nous appelle de Neuilly. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur les quotas d'immigrés. Oui. On a vraiment l'impression qu'Édouard Philippe a la trouille, passez-moi l'expression, parce qu'il sent que la colère monte. Et je suis d'accord avec André Berkoff, il s'agit c'est du pipeau. Encore une fois, priorité à l'économique pour s'approprier une main-d'œuvre à bon marché, dans la restauration, dans le bâtiment, et même lorsque on pense recruter des gens qui ont une formation plus poussée, je pense à des géomètres, à des informaticiens, qu'est-ce qui nous garantit que ce ne seront pas des gens inassimilables, islamisés et peut-être même tentés par le terrorisme, parce qu'on n'a pas parlé, le Premier ministre n'a pas parlé de population européenne, judéo-chrétienne. Ah non, ça, on devine ceux qui seront recrutés, voilà. Alors... Oui, mais non, mais on vous a entendu, Isabelle, je vais demander à Serge July ce qu'il en pense par rapport à l'histoire de quotas d'immigrés professionnels. Vous en pensez quoi? Oui. Ça rappelle furieusement, et d'ailleurs c'est sa fonction, ça rappelle furieusement le plan Sarkozy de 2007, qu'il n'avait pas pu mettre en œuvre à cause de la crise de 2008, entre autres. Mais oui, il avait parlé des quotas d'immigrés. Mais il y avait des quotas économiques, il y avait une commission qui avait été présidée par une autorité gaulliste, et qui avait déclaré que c'était techniquement impraticable. Oui, c'est ça.
C'est ça le vrai problème. On a autre Merci auditeur, Isabelle. Merci Oui. Isabelle. Et on reçoit maintenant Kamel. Oui, bonjour Kamel. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, voilà, Kamel. Oui. Oui, donc je me permets de vous appeler concernant ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la manifestation. Oui, du 10 novembre, oui. Oui, oui. Oui. Bon, enfin, encore une fois de plus, voilà, il faut bien médiatiser les choses. Le monsieur que vous avez cité dans l'exemple, Oui. dans l'exemple Nader, Oui, Abounalas, oui. Bref, Ouais. voilà, c'est pas grave. C'est un prêche du vendredi. Enfin, moi, voilà, je dis clairement, c'est un prêche du vendredi. Vous avez donné juste un petit extrait qui ne représente vraiment pas son prêche, donc qui n'est pas un prêche en plus de haine. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très apaisé. Dans son discours, il est très apaisé aussi. Donc, c'est un message d'amour en plus. Ça, c'est vraiment un message d'amour. Non, mais Kamel, attendez, excusez-moi, on ne pouvait pas tout mettre. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, Non, allez-y. Laissez-moi juste finir. Allez-y. Invitez-le. Moi, ce que je vous préconise, c'est de l'inviter. Oui. L'inviter aussi, parce que quand vous parlez de choses, il y a des choses qu'on connaît, ou il y a des choses qu'on ne connaît pas. Chacun ses compétences. Oui. Ce sujet-là, en tout cas, l'islam, la religion musulmane, on le voit bien sur les plateaux de télé, la plupart qui sont invités, c'est des illettrés dans ce domaine-là, en tout cas. Ils ne sont pas compétents pour vous répondre. Donc, invitez ce monsieur-là, ou invitez l'imam d'Evry-sur-Seine, qui est très compétent, qui pourra vous donner des notions pour votre propre culture, et aussi orienter les gens, parce que là, l'orientation que vous faites, elle est ciblée. Donc, je finis. Elle est ciblée. C'est un message, et oui, je vous le dis encore une fois de plus, le vendredi, pour votre propre culture aussi, pour que vous compreniez comment les messages passent le vendredi. Je sais, vous savez, j'ai vécu dans un pays arabe, je connais les sermons du vendredi. Je parle arabe. Monsieur, avoir vécu... Non mais attendez, Kamel, je vous ai écouté, écoutez-moi. Moi, vous pouvez pas dire que quand on dit ça d'une femme, on ne peut pas dire que c'est un message de paix et d'amour. Quand elle dit les femmes, ne dites rien de votre mari, obéissez-lui, restez à la maison, etc., etc. Je ne dis pas, je ne connais pas le reste, et j'ai invité des imams. Je peux vous dire, parce que moi j'ai aucun problème à inviter des imams. Je prends simplement cette phrase. Vous-même, Kamel, vous ne pouvez pas dire que c'est un message de paix et d'amour quand une femme, surtout ne vous plaignez pas de votre mari, ne vous refusez pas votre mari, et ce qu'il vous dit, eh bien, exécutez-le quand même. Moi, je ne parle pas de la religion en général, je parle de cette phrase et que je ne suis pas le seul, et beaucoup, j'ai eu vous savez, j'ai eu des appels de musulmanes et de musulmans, c'est pas, qui étaient pas du tout d'accord avec ça, vous voyez? Monsieur, Ouais. Là, je vous parle pas de musulman ou pas, je vous appelle pas en tant que musulman, je vous appelle en tant que personne. Quand on écoute votre message, effectivement, vous allez créer ce que vous avez, la dame juste avant qui a appelé, qui a parlé de quotas ou je ne sais quoi, on va faire entrer des Marocains ou des Algériens ou des Maghrébins. Par contre, il faut lui dire à cette dame-là, vous prenez tous les groupes qui sont au 440, ils travaillent déjà en collaboration, donc il y a des plateformes chez Cdiscount par exemple, chez Cdiscount.com pour pas le citer, ils travaillent déjà avec des informaticiens qui font venir à moindre coût en France et qui font repartir, au lieu de le payer 3 000 €, on va le payer 1 500 €. Et je trouve ça lamentable. Et je trouve ça lamentable parce que on les paye comme on paye les gens qu'on emploie ici, et c'est la moindre des choses. Et je pense aussi qu'il faut pas. Il y a une extraordinaire génération de gens, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, qui sont en train, dont les pays ont besoin. Donc effectivement là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la question d'engager à bas prix et de faire venir des gens pour les exploiter, je trouve ça tout à fait lamentable. Serge, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Merci beaucoup Kamel, en tout cas merci. Vous voyez, on vous donne à tous la parole, hein. surtout quand vous n'êtes pas d'accord avec André Berkoff et vous avez composé ce numéro 0826 300 300. Et tout de suite on accueille Bertrand qui nous appelle d'Albi. Oui, bonjour Bertrand. Oui, bonjour André, merci encore pour vos émissions qui sont toujours formidables et à écouter. Je suis ravi d'avoir, je voudrais juste dire 2 mots à votre invité, monsieur Serge July, avec lequel je suis bien content de pouvoir m'entretenir. En fait, on va fêter, comme il le sait sans doute, on va fêter dans quelques jours l'effondrement du communisme avec la chute du mur de Berlin, 30 ans.
Ce n'est pas rien. Je voudrais savoir quel regard il porte sur toute cette période et sur ce régime, en règle générale, qui n'a pas reçu de procès Nuremberg, on le sait. Quel regard il a lui-même, qui a été dès 1961 adhérent de ce parti et dont on connaît quand même assez bien le parcours politique. Voilà. Donc je voudrais avoir son retour. Merci. Merci à vous, Serge July. Oui, j'étais, quand le mur est tombé, j'étais à Berlin. J'étais à Berlin. Oui, moi aussi. J'y étais. Et alors, c'était une sensation très, très contrastée, parce que c'était de toute évidence un événement historique qui avait commencé un peu avant. Hein. Je veux dire, la libéralisation a commencé en Pologne au début de l'année 89, hein, donc entre Jaruzelski, Lech Walesa, Solidarność, il y a eu un accord qui est intervenu donc avant que le mur ne tombe. Et la même chose en Hongrie. Vous savez, donc on avait la sensation qu'on était évidemment dans une clôture d'une période historique qui avait commencé en 1917 et qui s'achevait donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait comme ça la guerre froide, et voilà. Et on clôturait ça. Il y avait évidence. Alors le contraste, c'est que et si vous y étiez, ça a dû vous frapper. C'est les gens de l'Est avaient très peur d'entrer à l'Ouest. Peur, mais peur physique. À la fois la peur qu'on leur tire dessus, qui est une intervention militaire ou soviétique ou la police. Il y avait la peur. Donc ils étaient hyper disciplinés. Il y avait une sorte de tristesse. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Il y a une tristesse. Il n'y avait pas la joie de la libération. C'était pas la joie. La joie était à l'Ouest. Et la tristesse était à l'Est. Une tristesse, mais qui était à la fois faite d'abattement, de crainte, beaucoup de crainte, parce qu'ils avaient vécu, tous les gens qui cherchaient à sortir, ça avait quand même été très difficile, très, très meurtrier. Et donc, il y avait ça, et moi, c'est le souvenir que j'en ai gardé. C'est un événement historique majeur, qui structure évidemment une grande partie du XXe siècle, et en même temps, il y avait cet accablement qu'il est. Mais alors le bilan, c'est. Et en plus, il venait, il venait. Donc il y avait je crois que c'était 200 marks que donnait le gouvernement allemand à chacun. Donc pour faire les magasins. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de faire les magasins. Qui était déjà en soi un geste. Et pour eux, c'était. Ils se précipitaient dans les magasins. Donc, c'était pas du tout. Est-ce que ça a été la fin, effectivement, de l'utopie ou le rêve communiste? Oui, fini. C'est dans sa forme, disons, bolchevique, coup d'État militaire. Voilà, donc oui, cette forme est morte, la forme à la fois militaire, policière, et voilà, elle est terminée. Est-ce que le communisme en toi peut être terminé? Je pense qu'il y aura toujours d'autres versions, d'autres utopies, d'autres. Il y en a eu après qui n'ont pas tellement réussi. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, on est dans un monde où il n'y a pas d'utopie. On peut penser que le monde devienne entièrement vert, végétalisé, vegan, etc. Mais enfin, c'est pas une utopie qui bouleverse le globe, qui bouleverse 9 milliards d'individus. Donc on n'est pas là-dedans. Ça manque d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on est dans un monde hyper matérialisé, hyper matérialiste, et voilà, ça. Et on verra si demain, en tout cas, rejaillira une utopie, la nature ayant horreur non seulement du vide, mais de l'utopie. Merci Serge July. Merci Serge July. Je rappelle votre livre, Le Dictionnaire amoureux de New York. Merci André Berkoff. On vous retrouve demain dans tous vos états, comme d'habitude. Et puis la journée continue avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, il reçoit Jérémy Frérot, le chanteur qui lance Matrioshka, le disque Matrioshka.